21 février 1965. Ce matin, lorsque j'ai ouvert les yeux, j'étais incapable de bouger. Mon corps semblait s'être dissous dans les draps et baignait dans une sueur toxique. Ce n'est qu'en entendant la gouvernante, Nurse, comme elle désire être nommée, que j'ai sauté du lit. Elle était sur le pas de la porte avec Arturo. « Où allez-vous ?»« Nous allons à l'école, of course », a-t-elle dit de son petit air choqué. Elle m'a pratiquement claqué la porte au nez. Puis je me suis souvenu qu'hier soir, au dîner, j'avais promis à mon fils de l'emmener en classe ce matin. J'ai eu honte. « 3 mars 1965. Je perds mes cheveux, j'ai des migraines, je grossis à vue d'œil et ne rentre plus dans mes habits. Ma nouvelle habitude, dès que Franco part travailler, j'étends des draps noirs sur les miroirs. Hier, il m'a reproché de ne pas savoir donner des ordres aux domestiques, d'être trop gentille avec eux. Il y avait du mépris dans sa voix. En disant « trop gentille », il a bien décomposé les syllabes et des bulles de salive s'accumulaient sur les côtés de sa langue qui roulait. Il persiste à appeler Maria la bonne. 4 mars 1965. Nurse m'épie l'air de rien avec sa tenue d'infirmière. J'aurais dû la faire partir dès le début. C'est elle qui m'a interdit d'allaiter Arturo et de le garder près de moi la nuit. Elle a pris trop de place entre lui et moi avec son chignon parfait, sa peau lisse, sa petite moustache drue, ses règlements, ses yeux bleu glace. 12 avril 1965. Rendez-vous ce matin 9h au cabinet du notaire via Cavour avec oncle Ben. Nous avons finalement résolu les derniers petits conflits liés au testament de Nona. Tout s'est passé dans le calme. J'étais anesthésiée. J'ai hérité de ce qui revenait à papa. Une importante somme d'argent, la moitié des meubles de Villa Clara, où vais-je les mettre, et les 6 appartements de Florence, une entrée d'argent mensuelle. Cette affaire qui a traîné si longtemps est finalement close. Je suis heureuse de savoir que jamais je ne dépendrai financièrement de Franco. Chez le notaire, j'ai réalisé que 5 ans se sont écoulés depuis la disparition de Nona. Pourtant, je me surprends encore quand le téléphone sonne, à croire, à espérer entendre sa voix. Et cette sidération qui suit, cette déception. Quand est-ce que je reverrai oncle Ben ? À l'aéroport, j'ai mesuré à sa démarche combien il a vieilli. Lui rendre visite à Londres, absolument. « 30 avril 1965. Dîner à la maison avec Valentina, Felice, Mathilde et époux. Menu. Timbaline de macaroni à la sauge, filet de sole à la diplomate, petit pain de foie gras à l'aspic, salade Jockey Club et mousse aux abricots. Ces dîners mondains sont une manière de faire diversion aux interminables tête-à-tête avec Franco. Je ne serai plus seule avec cette bouche qui mastique bruyamment, avec cette tête qui se penche si bas sur l'assiette qu'elle pourrait se décrocher et se noyer dans le gazpacho. Ce soir, pas de... Quoi, qu'est-ce que tu as dit ? 5 mai 1965. Je suis allée récupérer les cartons de Nona. Franco a fait la grimace en constatant que j'ai condamné une pièce de la maison pour les entreposer. Oncle Ben m'a dit avant de partir que je ne trouverais rien là-dedans. Il n'y a pas de vieilles lettres dans ces boîtes, de vieilles photos. Je les soupçonne de contenir des trésors. Le déménageur que j'ai heureusement croisé dans l'entrée m'a appris que le reste des meubles sera livré mercredi. Il a rendez-vous au cabinet de Franco à 11h pour y déposer 2 bibliothèques et un bureau. Ensuite, ils iront ensemble chez les parents de Franco pour y laisser d'autres choses. Le déménageur n'a pas su me préciser quoi. In fine, ils viendront ici. Cette répartition est exclue. Franco a organisé un pillage. 10 mai 1965. Franco
avec son dos de prêtre, m'exaspère. Je n'en peux plus. De ses petits gestes maniaques lorsqu'il plie ses habits, de sa manie de se moucher bruyamment avant de se coucher, de ses affreux pyjamas rayés cadeaux de sa mère, de ses crachats sonores lorsqu'il se lave les dents, de son corps blanc et flasque. Avant, pour l'éviter, j'invoquais une excuse en m'éclipsant de la chambre. Maintenant, je ne dis plus rien. La répétition a engendré un silence complice. Je sors et vais m'asseoir au pied du lit d'Arturo, qui dort comme un petit ange. Dans la pénombre, son visage et son souffle m'apaisent. Lorsque je quitte Arturo, cette sorcière de nurse ouvre immanquablement la porte et me demande d'une voix basse et pourtant aiguë : « Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas ?» J'ai repensé à ce mot. Nurse. Je réalise qu'il contribue à mon sentiment de vivre avec une étrangère. Elle reste impénétrable. Qui est cette Frida ? Oui, elle a de la famille dans le nord de l'Angleterre. Oui, elle aime la musique classique. Oui, elle suit un régime très strict. Oui, elle va à la messe tous les matins. Franco dit qu'elle fasse son métier, c'est tout ce qu'on lui demande. Il l'a recrutée via une agence très réputée de gouvernante professionnelle et elle exerce ce métier depuis 30 ans. Et alors ? Je rate des occasions d'aimer mon fils. Affaire. Aller chez le coiffeur, acheter des médicaments pour Arturo, commander du champagne, lampe. 28 juin. Il paraît qu'un jour, on se réveille affamé de ne pas avoir été ce que l'on souhaite. Où ai-je lu cette phrase ? Depuis, au lever, je regarde autrement ce qui m'entoure. Le monde prend de l'ampleur, du volume, une odeur. Ce petit miracle s'évanouit très vite pour être remplacé par une implacable journée ligne. Mon mariage n'est pas celui que j'espérais. Depuis la naissance d'Arturo, il y a 8 ans, les attentions de Franco se sont effilochées. Il se regarde dans la glace le matin, ajuste sa mèche, sa cravate et part travailler en me saluant une fois sur 2. J'ai été d'une naïveté grotesque en l'épousant. Je suis simplement supposée obéir, entretenir la maison et superviser l'éducation de notre fils, rien de plus. Je suis sa subordonnée, son obligée. Lorsque j'ai évoqué mon envie de travailler, Franco a répondu « Mais que diraient les gens ? Tu as tout ce qu'il te faut, les femmes de ton rang s'occupent d'organiser des mondanités et tu as beaucoup de progrès à faire dans ce domaine. » Il ne comprend rien. 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 J'ai 29 ans. Mes désirs tombent, s'enfoncent dans l'insonore. Impossible d'envisager une vie de perfect housewife pour le restant de mes jours. J'aimerais abandonner ce corset, cette posture de femme de, mère de. Je ne veux plus faire semblant. 3 juillet 1965. Grand-père est arrivé hier matin à l'aéroport. Nous avons été le chercher avec Arturo. Il a vieilli. Ses cheveux sont complètement blancs désormais. Ses épais sourcils toujours aussi noirs charbon. Combien de temps pourra-t-il encore faire ce voyage depuis Thérésopolis ? Il restera 15 jours. Je suis ravie d'entendre le timbre de sa voix, son accent si singulier, de retrouver notre complicité, ses gestes, son rire, ses yeux qui cherchent inlassablement quelque chose. Il est toujours aussi vif et précis, toujours aussi élégant, avec sa silhouette filiforme, son port de tête princier. Je repense au moment où Fatih a pris une vraie place dans ma vie. C'était à Florence, lorsque j'étais à l'internat. C'est à partir de là qu'il a commencé à m'écrire 1 fois par semaine. J'entends encore la voix de la directrice, Mrs. Holmes, crier du bas du grand escalier en bois « Courrier !» Puis la course effrénée, les pas sonores de mes camarades sur les marches, les exclamations de joie, de déception. Moi, j'aimais m'isoler dans ma chambre pour lire les lettres de Fatih. Je reconnaîtrais entre 1000 sa calligraphie gothique, le papier crème qu'il utilisait. Je reniflais toujours l'enveloppe avant de l'ouvrir, dans l'espoir de sentir son parfum ou quelque chose d'exotique. J'étais la seule à recevoir des lettres
qui provenait d'aussi loin. Le Brésil. Une autre planète. Il commençait invariablement ses lettres par « Meine geliebte Antonia » et signait « Dein Fati ». Elle contenait des nouvelles de sa santé, de sa vie à Thérésopolis, des nouvelles de maman, qui ne m'écrivait que des cartes de vœux formels à l'occasion de mon anniversaire ou à Noël. Cette correspondance a scellé quelque chose entre nous. Il me disait que j'étais la fille qu'il aurait aimé avoir. Son affection me rassurait, me donnait de la force. Nona et lui étaient mes anges gardiens. C'était Fati qui m'a accompagnée à l'autel lors de mon mariage. J'étais si fière d'entrer dans la cathédrale à son bras. J'entends encore ces mots alors que nous franchissions le portail. « Viens, meine Geliebte, garde la tête haute. N'oublie pas que tu es un cala blanc aujourd'hui. » Fati est en Europe pour 2 mois. Son itinéraire, Naples, Florence, Londres pour faire le tour des antiquaires et dénicher des perles rares, Genève pour rendre visite à maman et à son ex-femme, grand-mère Mouti, Zurich pour son banquier, à Nice il retrouvera ses amis, Kitzbühel pour sa cure. Il repartira de Madrid pour Rio. Il nous a raconté au dîner avec enthousiasme qu'il est à la recherche d'objets pour sa nouvelle amie Evelyn M. Elle veut ouvrir un musée à Rio et il est devenu un conseiller. Il l'a rencontrée à New York chez un ami commun, un collectionneur de tableaux. Comme Fati, Evelyn a quitté l'Autriche in extremis. Comme lui, elle est passionnée d'art. Comme lui, elle ne rentrera jamais à Vienne. Est-ce possible que Fati ait simplement recommencé sa vie au Brésil ? Avec lui, il n'est jamais question de guerre, de la trahison, de l'humiliation, de la spoliation. Rien au sujet de ses parents morts dans les camps. Rien. 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 Arturo ne le quitte pas des yeux. 4 juillet 1965. Dire que je me réjouissais de retrouver Fati, de l'emmener à la plage de Mondelo, de sentir le sable sous ses pieds. Me voici en plein désert. Après nous être promenés, nous nous sommes assis côte à côte au café qui fait face à la mer. Et c'est là que j'ai osé lui confier mes doutes au sujet de Franco, mes insatisfactions de mère, mon sentiment de non-être. Le regard tourné vers l'eau, j'ai été si concentrée à chercher les mots exacts pour lui expliquer combien cette vie informe me pèse que je n'ai pas remarqué le changement progressif sur son visage. Il était devenu blême. Son corps était rigide. Sa voix provenait d'outre-tombe quand il a planté ses yeux noirs dans les miens et m'a dit « Ne te plains pas, tu as une famille. C'est à toi de la rendre heureuse. Te rends-tu compte d'où tu vis, de comment tu vis ? Tu devrais te sentir comblée. » Il a beaucoup insisté sur le fait que Franco travaille beaucoup et que je dois supporter son silence. C'est normal qu'il se désintéresse de toi, il est fatigué, il a beaucoup de soucis. C'est à toi de faire un effort. C'est sur toi que repose le bien-être de la famille, sans parler de l'éducation d'Arturo. Cette suite d'injonctions m'a coupé le souffle. J'ai eu l'impression de chuter et de m'écorcher les lèvres. Merci Pauline pour cette lecture du début d'Antonia. Bonjour à tous. Bonjour Gabriela Zalapi, bienvenue à la médiathèque des Carmes de Pertuis. Donc nous sommes ici dans le cadre des propositions littéraires des Nouvelles Hybrides. Gabriela Zalapi, vous êtes née à Milan. Vous avez des origines multiples, italiennes, anglaises, suisses, et vous vivez aujourd'hui en France. Vous avez été formée à la Haute École d'Art et de Design de Genève et vous devenez artiste plasticienne. Vous entrez en écriture en 2019 avec Antonia, journal 1965-1966, ce livre-là.
Il sera suivi de 2 autres romans, Willibald en 2022, puis Hilaria ou la conquête de la désobéissance en 2024, lequel a remporté de nombreux prix, dont celui des étudiants de France Culture et le prix Femina des lycéens. En guise d'introduction, j'aimerais vous demander comment s'est opéré ce glissement de la pratique de plasticienne à la pratique de l'écriture. Est-ce que l'écriture était déjà là, tapie dans l'ombre depuis longtemps, et qu'est-ce qui l'a déclenché? Alors, bonsoir. Bonsoir, merci pour cette très belle lecture. Pardon. Alors, il y a plusieurs facteurs qui m'ont amené à l'écriture. D'une part, j'ai commencé à avoir un rapport à la peinture un peu difficile, qui a fait que je n'arrivais plus à jouer avec la peinture. Et pour moi, le territoire, être dans un territoire, sur un territoire de jeu, quand il s'agit de création, c'est vital. Et c'était plus le cas avec la peinture. Donc j'ai essayé de retrouver ça dans l'écriture, qui a toujours été là, qui m'a toujours accompagnée, mais auquel j'accordais une importance pas très importante. Donc il y a eu ça, cette envie d'explorer, de trouver un nouveau territoire de jeu. Par ailleurs, il y a aussi eu des éléments extérieurs qui m'ont amené à l'écriture parce que j'ai été contactée par 2 institutions, une autrichienne et une française, où il s'agissait de restitution de biens spoliés à mon arrière-grand-père, et il fallait que je trouve des documents, il fallait que je justifie, que je justifie de la descendance, etc. Et donc j'ai demandé à ma mère, j'ai rassemblé en fait tous les archives qui étaient à disposition dans la famille pour retrouver ces documents ou avoir des pistes ou les trouver. Et je me suis retrouvée pendant pratiquement 2 ans, par intermittence, j'ai rangé en fait tous ces archives qui étaient des photos, des lettres, des documents officiels. Et c'était un truc énorme. J'avais plusieurs vies entre les mains, des traces de vie, l'histoire de la famille en fait. Et c'était donc je me suis dit mais il faut que j'en fasse quelque chose aussi, dans l'idée de transmettre quelque chose à mon fils. Et je me suis mise à écrire. En réalité, j'ai d'abord fait un diaporama. J'ai travaillé avec les images. J'ai mis bout à bout beaucoup d'images. Je me suis toujours beaucoup intéressée aux photos de famille, sujet qui m'a occupée pendant 10 ans en peinture. Et puis, comme la peinture, ça allait plus trop, j'ai fait un film en fait, à partir de ces photos de famille. Mais il manquait quelque chose. Il manquait vraiment, comme j'avais toutes ces lettres, j'avais les voix intérieures en fait de beaucoup de personnages qui étaient là sur ces images. Et c'est par un échec en fait de photographe, un film, un microfilm. C'est l'échec de ce film qui m'a vraiment dit ok, là il faut passer aux mots maintenant. Pour autant, des images, il y en a, et nous reviendrons sur cette question tout à l'heure. Et en effet, l'un après l'autre, vos livres puisent dans votre propre histoire et construisent un patchwork familial, cosmopolite,
où s'entrecroise un matériau extrêmement foisonnant d'archives, de photographies, de courriers, de souvenirs personnels ou rapportés par d'autres. Et ce que vous venez de dire est une bonne amorce pour lancer la deuxième lecture qui ouvre le second roman de Gabriela Zalapi, Willibald. La salle est surchauffée. Une voix d'homme annonce « Lot numéro 467 ». C'est leur lot. Silence. Elle ne voit pas les mains discrètes qui font grimper les prix. Les visages restent impassibles. Quand le marteau du commissaire-priseur frappe, cela produit un bruit sec, clac. C'est dans l'autorité de ce clac adjugé que Marat réalise l'aspect définitif de la situation. C'est peut-être le mois de janvier. Dehors, il fait froid. Elle n'ose regarder sa mère. Marat ne veut surtout pas lire de regret sur son visage. Elle doit croire qu'Antonia a fait le bon choix. Genève, quai du Mont-Blanc, vue sur le lac Léman, 1989. « 1976. Leur arrivée en Suisse est le fruit d'un échec. L'amour de ses parents a mal tourné et il leur faut partir. C'est lors d'une nuit d'hiver que sa mère gare la Fiat 500 avenue Péchier. Elle a conduit chaque kilomètre qui sépare Rome de Genève à une allure folle, les bras raides sur le volant comme pour se donner de la force, du courage. Il faut affronter le tunnel du Mont Blanc, il faut affronter les lignes blanches, l'obscurité. Il faut affronter les conséquences de la fuite. Que se passe-t-il dans sa tête ? Nous allons chez grand-mère, vous verrez, ça sera bien. Le séjour chez grand-mère, Esther, est de courte durée. Cette femme sèche, jusqu'alors inconnue, ne supporte pas les cris, les jeux, les demandes des enfants. La mère les implore de dessiner, de chuchoter, de ne pas se répandre. Puis un matin au petit déjeuner, Esther dit « Je suis trop âgée, tes filles m'insupportent ». En parlant, sa poitrine se soulève. Chacune de ses respirations signifie le rejet, le dédain. Elle regarde Antonia droit dans les yeux. Elle rassemble leurs affaires et remonte dans la Topolino. Sur le visage de la mère, une expression jusqu'ici inconnue. Elle est exsangue. Elle s'installe chez une amie de grand-mère qui, en son absence, leur prête son appartement. « 1977. Les Avanchets. La cité construite près de l'aéroport dans les années 70 est reconnaissable de loin à ses façades colorées de bleu, jaune, ocre, orange. Au pied des bars, des écoles, une bibliothèque, des centres de loisirs, un supermarché, des terrains de basket. Ce quartier populaire, habité par des étrangers, a mauvaise réputation. Les jeunes voix du centre-ville ne l'aiment guère. Drogue, violence, laideur. Emménagement dans un immeuble à cheval entre le jaune et le bleu roi. Pièces blanches qui résonnent, impersonnelles. Elles les investissent lentement, avec le strict nécessaire. Les repas se prennent sur une table mâle, assise sur des coussins-chaises posés sur le sol. Quand quelques mois plus tard arrivent 2 camions de déménagement d'Italie, la maison est soudain saturée de cartons volumineux, de fauteuils, de caisses en bois de toutes les tailles. La surface à disposition est insuffisante, elle pousse les cloisons, ferme les yeux de soulagement. Non, la vie d'avant n'est pas un mirage, elle a bien existé. Finalement, des objets à reconnaître. Grand miroir, casapanca, canapé, jouets. Combien de temps leur faut-il pour retrouver la chaleur du foyer, pour estomper la crainte d'un nouveau changement, pour mettre de côté les souvenirs? Combien de temps pour s'habituer à la bise, ce vent glacial de 3 ou 7 jours, pour apprivoiser en hiver la lumière laiteuse de Genève?
Mara et Anna apprennent le français très vite. Leur mère s'empêtre, elle, dans un cocktail de broken Italo-French English, saupoudré d'allemand, mais elle s'acharne. Pour s'approprier la langue de Sandrard, Antonia prend des cours du soir. Son emploi dans une organisation internationale l'oblige à partir tôt le matin, et c'est aux filles de se lever seules, de se brosser les dents et de prendre le chemin de l'école. Antonia aime fêter les anniversaires, recevoir, préparer des dîners, surprendre les papilles gustatives. Dès lors, tout échange sympathique avec les parents des camarades, la pharmacienne, une collègue se transforme en « Vous viendriez bien dîner à la maison samedi prochain ?» En entrant chez elle, les invités sont régulièrement étonnés. C'est un vrai petit musée ici. Ils n'ont pas tort, chaque meuble est le fruit du travail raffiné d'un ébéniste, d'un marbrier, d'un tapissier. Ces meubles jurent avec la nature du quartier, ils proviennent clairement d'un ailleurs plus spacieux, d'une vie antérieure cossue. Le salon a de l'allure avec ses sculptures de bois, ses tableaux flamands. Aux questions posées, Antonia répond des mots mâchouillés. « Oh, tu sais, c'est une longue histoire. » Pour couper court, la mère tend un verre de vin, une eau pétillante, un Bloody Mary. 1988. La mère est en tailleur. Ses cheveux sont parfaitement coiffés en chignon croissant, elle s'est maquillée, elle est nerveuse. Son élégance est un bouclier derrière lequel elle se protège. 2 experts d'une maison de vente aux enchères renommée arrivent chez elle. 2 bourrasques glaciales qui balaient la pièce du regard. Étonnement. Il qualifie à mi-voix les objets. Candélabre Renaissance, lampe vénitienne, coffre florentin du milieu du XVIe siècle, bijoux égyptiens. Devant le tableau préféré de Mara, il demande « Connaissez-vous sa provenance ?» Il appartenait à mon grand-père, un collectionneur viennois. Savez-vous où il l'a acheté ? Les hommes s'attardent, promènent leur regard sur les diagonales, les visages, les mains des personnages bibliques. Il faut être patient pour que se révèlent tous les détails, pour comprendre la texture, la couleur blafarde de ce corps nu, l'effroi dans le regard du vieillard, la main de l'ange. Verdict ? Ce tableau sera compliqué à vendre. Son sujet est difficile. Mara connaît bien le sacrifice d'Abraham. De tous leurs tableaux, c'est celui qu'elle passe le plus d'heures à regarder, assise sur le tapis au motif bottet, captivée comme devant une télévision. Elle aime cette peinture. Son grand format lui jette au visage une image paradoxale qui l'effraie et l'hypnotise. Elle le morcelle en s'attardant sur ces détails à l'affût d'un indice qui lui expliquerait le pourquoi du couteau, le pourquoi du bélier, le pourquoi de l'ange. Elle est sous l'emprise de son unité, de sa beauté sourde, tragique. Comment est-il possible qu'Isaac soit si docile alors que son père lui cache la vue ? Pourquoi ses mains sont-elles attachées ? Pourquoi est-il couché sur une pierre froide ? Tu vois ici la trame de la toile ? Et là ? Si tu suis les lignes qui traversent le tableau, tu peux deviner comment Willibald l'a plié. Ce tableau est la seule chose qu'il a emportée avec lui quand il a fui Vienne en 1938. La seule chose ? Oui, en partant, il a dû abandonner sa fabrique, sa maison et ses collections. Les Allemands avaient annexé l'Autriche et en tant que juif, il risquait sa vie. Mais il n'a jamais voulu se séparer de cette toile. Alors il l'a pliée et mise dans sa valise. Les autres peintures qui sont ici, ce sont celles qu'il a pu récupérer après la guerre. La mère pointe du doigt les endroits où la toile est apparente, où les vernis, les pigments ont sauté. Le coin inférieur gauche et le centre de l'image sont particulièrement abîmés. Willibald n'est pas un prénom qui s'oublie facilement. Réduit à Willy, il devient niais. Il faut le prononcer jusqu'au bout pour en avoir plein la bouche.
C'est un vieux prénom d'origine germanique qui, au jeu de la décomposition, donne Viljo, volonté, désir, souhait, et Baldratz, pouvoir, force, bravoure, audace. À l'adolescence, Marat ne sait pas grand-chose de lui, hormis qu'il avait prêté à des musées d'importants tableaux de l'école flamande et que la plus grande partie de sa collection a disparu. 16 caisses remplies d'œuvres se sont évaporées à Vienne. C'est par le sacrifice d'Abraham que Marat rencontre Willibald, en silence, à son insu. Quelques semaines avant la vente aux enchères, 2 ouvriers s'installent dans le salon armés d'un rouleau de papier bulle, d'une caisse en bois, de ciseaux et d'un ruban adhésif. Méticuleusement, les mains gantées de blanc, ils décrochent la toile, la posent sur le sol, l'enveloppent, la glissent dans une caisse fabriquée sur mesure et s'en vont. L'opération n'est pas longue, précise, efficace. Merci et au revoir. Ils repartent avec son tableau, comme on enlève un corps. L'image laisse un rectangle fumé sur le mur. Ces traces sont la preuve d'un enlèvement. Le sacrifice d'Abraham lui manque. Il persiste de manière lancinante sous les paupières de Marat. Depuis la vente, un malaise semblable à des particules invisibles circule dans l'appartement, recouvrant chaque objet d'une fine pellicule. Marat ressent de la honte en regardant le mur vide du sacrifice. Antonia aurait pu vendre un autre tableau, 2 autres tableaux, mais pas le sacrifice. Le rectangle blanc sur fond de poussière se remplit de questions. Pour Marat, c'est Willibald, son audace, son obstination qui ont disparu. Pourquoi l'as-tu vendu ? Les yeux de la mère se voilent. Antonia justifie son geste, invoque des questions d'argent et finit par souligner son épuisement face aux questions de Marat. Son silence devient gris, glacial. Quand la mère tente de masquer l'absence du sacrifice en lui substituant un portrait de famille, une collection de visages et de corps dignes, sereins, Antonia commente. « Il appartenait à Willibald. Tu es contente ?» Marat ne répond pas. Une image, ça ne se remplace pas. Où est l'inquiétude d'Abraham ? La laideur de l'ange ? Où est Isaac ? Il y a des images qui deviennent des organes, qui finissent par se calcifier et faire partie de la structure osseuse. Il y a des images qui mettent en concurrence toutes celles qui viennent après et qui jamais n'atteignent la même densité. Il y a des images qui obstinément rythment une vie, qui se manifestent au gré des hasards pour nous rappeler un flux souterrain. Le sacrifice d'Abraham est l'une de celles-ci. Sa complexité, sa beauté sont les références invisibles de Marat. Merci Pauline. Donc, Gabriela Zalapi, dans votre premier livre, L'exploration des archives de sa grand-mère par Antonia, la renvoie à la vacuité de sa vie d'épouse d'un grand bourgeois de Palerme, terne et dénué de toute fantaisie. Dans votre second livre, L'exploration des archives de son arrière-grand-père, donne à Marat l'occasion de retricoter la vie de Willibald, qui sera marquée par un tableau dont on vient d'entendre parler, un tableau qu'il portera en majesté toute sa vie, le sacrifice d'Abraham. Alors je prends un tout petit peu d'avance pour vous présenter le 3e livre de Gabriela, Hilaria, ou la conquête de la désobéissance. Hilaria dit la cavale d'un père et de sa fille de 8 ans enlevés à la sortie de l'école pour faire pression et empêcher un divorce dont il ne veut pas. C'est une cavale qui durera 2 ans, depuis Genève jusqu'en Sicile, à travers l'Italie des années de plomb dans les années 1980. Un tandem énigmatique, oppressant, par moments entre un père alcoolique, incontrôlable, menteur et, dans le même temps, charismatique,
et une enfant bien obligée de s'en remettre à lui. Elle a 8 ans, je le rappelle, écartelée dans un conflit de loyauté entre l'amour pour son père malgré tout et le manque de sa mère, dont on apprendra qu'elle s'appelle Antonia. Alors, je parlais de patchwork au début parce que, effectivement, au fil de ces 3 livres, les pièces du puzzle familial se mettent en place et dont le point de repère d'un livre à l'autre pourrait être Antonia, qui est la seule à garder son prénom d'un livre à l'autre, alors qu'il semble que vous ayez cherché à brouiller les pistes avec tous les autres noms de toutes les branches de la famille. Alors, quelle était votre intention de départ avec toute cette généalogie ? Je crois que j'avais envie de raconter Antonia à des moments différents de sa vie, dans des situations autres. Enfin, je pense toujours à Hokusai qui dit que chaque fois qu'il finit une série de dessins, et qu'il en commence donc une nouvelle, il change de nom parce qu'il est une autre personne. Il a fini une période de sa vie et il est autre. Et c'est un peu comme là, il n'y a pas le changement de nom peut-être, mais il y a comme vouloir faire un portrait de cette Antonia qui a une vie assez complexe et de la prendre à des endroits, à des moments différents de sa vie. Un changement de focal, d'une certaine façon ? Oui. Ouais. D'où des titres qui sont des prénoms à chaque fois ? Oui, et qui en même temps font peut-être parler de cette Antonia, mais aussi en son absence, en creux, ou par le biais de Willibald, ou de parler faire une espèce de portrait peut-être. Mm-hmm. Alors dans Antonia, Antonia se retrouve face à une somme de documents importants qu'elle va trier, décrypter, et elle se demande à un moment, faut-il organiser cette mémoire ou la laisser se décomposer dans le temps ? Il me semble que c'est une question qui est absolument centrale au milieu de tout votre travail. Que faire de cette mémoire ? Jusqu'à quand la garder ? Jusqu'à quand garder des traces matérielles ? Et puis, peut-être surtout, comment l'ingérer, comment la digérer, comment vivre avec ? Oui, ça c'est une question à laquelle je ne saurais répondre. J'essaie juste de faire avec le matériel que j'ai, qui en effet a une mémoire assez importante. En fait, j'essaie de redonner vie, de redonner vie à tous ces documents qui, moi, m'émeuvent beaucoup. Je dois dire, tous ces archives, de toucher ces lettres, de devoir, de passer des heures à décrypter une calligraphie, d'entendre le vocabulaire de chaque personne. Ça m'émeut, ça met en route mon imaginaire. Aussi parce qu'il y a des trous, des blancs, et bien ça, c'est très stimulant. J'essaie de combler tous ces blancs, de comprendre les liens. Et c'est comme dans une espèce de tentative peut-être désespérée de leur donner un bout de rallonger un petit bout de leur vie avant un petit rap de vie avant que quelqu'un, que peut-être la prochaine génération s'en désintéressera complètement et ça finira à la poubelle, on ne sait pas. Mais pour l'instant, ça continue de m'intéresser. Donc voilà. Oui, il est donc extrêmement riche, cet héritage, mais il est aussi très, très lourd. Et déjà apparaissent dans votre premier opus les stigmates d'une famille durement éprouvée et éparpillée à travers le monde.
Ainsi, les thèmes récurrents de l'exil traversent Antonia et Willibald. Est-ce que vous pouvez nous parler de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale, qui a vraiment laissé des blessures ouvertes dans plusieurs pays, en Autriche, en Italie Oui, en fait, dans ma famille, j'ai compté sur 7 générations. Il n'y en a pas un qui est mort et qui est né et qui est mort au même endroit. Alors ça fait beaucoup de déplacements, ça fait beaucoup de langues, ça fait beaucoup d'odeurs, d'imaginaires, de repas différents entre les, je sais pas, le Apfelstrudel et la feijoada et, et je sais pas, les spaghetti al pomodoro, ça fait... la feijoada, puisque Willibald va partir vivre au Brésil. Ouais, il termine sa vie au Brésil, entre Vienne, entre Vienne et les schnitzel. Non, mais bon, voilà. Donc, et puis, donc il y a ça, il y a ces déplacements. Et puis qu'est-ce que ça implique de partir, de tout laisser derrière soi? Ouais. Qu'est-ce que ça implique de tout laisser derrière soi, quel statut on laisse derrière soi et comment on fait. En fait, je crois que ce qui me pose ce qui pour moi est une grande énigme, c'est comment on fait et comment on fait certains de mes parents, des gens de ma famille pour se reconstruire ailleurs, pour apprendre une langue, pour réapprendre les codes, pour apprendre les codes d'une autre ville, d'une autre mentalité. Comment on fait à survivre, pour survivre à ces choses-là. Et puis aussi, et comment aussi, c'est, par exemple, un Willibald, il a quitté Vienne, etc. Il aurait pu retourner à Vienne. Il avait tout ce qu'il lui fallait. Enfin, à part qu'il s'est fait tout spolier et que sa maison était... Oui, il a quand même perdu gros. Hein. Il a perdu gros et qu'est-ce que c'est que ce retour impossible, en fait, que cette illusion, ce moment où, en fait, on pense se retourner chez soi et que ce chez soi a continué à vivre entre-temps, a continué à sa vie et qu'on n'a pas assisté à ces changements et que ce chez soi devient un endroit étranger, en fait. Et cette position d'être un étranger tout le temps partout. Un déracinement permanent. Oui, un déracinement permanent. Donc, où est-ce qu'on trouve, où est-ce qu'on plante ses racines dans ces cas-là, et je pense à un philosophe qui s'appelle Trégano qui dit que les exilés, en fait, vivent comme des arbres à l'envers, que ce sont les racines des arbres qui sont en haut et que les feuilles et tout sont sont dans la terre et que c'est à travers ces racines qu'ils captent en fait, que l'arbre se maintient en vie. J'aime bien cette image parce que ça veut dire de la curiosité, ça veut dire de l'adaptation, ça veut dire un déploiement aussi quand même. Oui, un déploiement, un constant apprentissage, que ce soit de l'administration à la langue, tout ce que j'ai déjà évoqué. Et que, voilà, et que, ouais, j'ai toujours une espèce de sidération que ces personnes sont restées debout. Si je pense à, par exemple, Willibald, il était à Teresopolis, à 30 km de là, il y a Petropolis, où il y avait Stefan Zweig, qui n'a pas supporté l'exil. Il a perdu sa langue et il en est mort. Il y a des personnes qui ne supportent pas l'exil, qui n'y arrivent pas.
Voilà, donc il y a ceux qui arrivent, il y a ceux qui arrivent pas, il y a ceux qui arrivent à moitié. Enfin, voilà, donc je suis toujours. Enfin, c'est des questions qui me. Comment on fait à rester en vie, en fait ça me questionne beaucoup. Et alors, dans cette histoire familiale, il y a ce tableau, ce fameux tableau. Dans Antonia, c'est Fatih qui parle à Antonia de lui offrir le sacrifice d'Isaac. Ouais. Et dans Willibald, il s'agit du sacrifice d'Abraham. Et c'est un tableau qui donc a été, on l'a entendu, sauvé coûte que coûte et qui a accompagné la vie extrêmement tourmentée de l'exil de Willibald. Et là, Pauline va nous lire un petit extrait sur ce tableau. Il arriva, après ces faits, que Dieu éprouva Abraham. Il lui dit: Abraham. Il répondit: Me voici. Il reprit: Prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac. Achemine-toi vers la terre de Moria et là offre-le en holocauste sur une montagne que je te désignerai. Abraham se leva de bonne heure, sangla son âne, emmena ses 2 serviteurs et Isaac son fils, et ayant fendu le bois du sacrifice, il se mit en chemin pour le lieu que lui avait indiqué le Seigneur. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, aperçut l'endroit dans le lointain. Abraham dit à ses serviteurs: Tenez-vous ici avec l'âne, moi et le jeune homme nous irons jusque là-bas, nous nous prosternerons et nous reviendrons vers vous. Abraham prit le bois du sacrifice, le chargea sur Isaac, son fils, prit en main le feu et le couteau, et ils allèrent tous 2 ensemble. Isaac, s'adressant à Abraham, son père, dit: Mon père. Il répondit: Me voici, mon fils. Il reprit: Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau de l'Holocauste? Abraham répondit: Dieu choisira lui-même l'agneau de l'Holocauste, mon fils. Et ils allèrent tous 2 ensemble. Ils arrivèrent à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Abraham y construisit un autel, disposa le bois, lia Isaac son fils et le plaça sur l'autel, par-dessus le bois. Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais un envoyé du Seigneur l'appela du haut du ciel en disant: Abraham, Abraham. Il répondit: Me voici. Il reprit: Ne porte pas la main sur ce jeune homme, ne lui fais aucun mal, car désormais j'ai constaté que tu honores Dieu, toi qui ne m'as pas refusé ton fils unique. Abraham, levant les yeux, remarqua qu'un bélier, derrière lui, s'était embarrassé les cornes dans un buisson. Abraham alla prendre ce bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Merci. Alors, c'est un tableau terrible, une scène qui a été extrêmement représentée en peinture. Et à son propos, Willibald écrit à son ami Félix: J'ai trouvé ma toile, ce qui n'est quand même pas mince. Et il dit un peu plus tard, à un autre endroit, il dit à Antonia elle-même, il lui répète à plusieurs reprises: Mon ambition est de m'installer dans l'image. Alors, est-ce que vous pourriez tenter de nous expliquer ce que représentait ce tableau pour Willibald? Pourquoi une telle fascination, un tel attachement? Pour Willibald, je ne sais pas bien ce que ça représentait, en fait. Pardon, c'est un peu décevant, mais je ne sais pas. À travers les archives, enfin, à travers, en tout cas, ce que... Il symbolisait quelque chose. Il symbolisait quelque chose, absolument. Et je pense que... Enfin,
mon interprétation, mais c'est que ce tableau parle... ce qui est assez étonnant avec ce tableau, parce qu'il a été peint par Govert Fink, qui était un élève de Rembrandt. Et je suis à peu près certaine qu'ils l'ont peint au même moment, parce que Govert Fink travaillait dans l'atelier de Rembrandt. Je suis à peu près certaine qu'ils l'ont peint à peu près aux mêmes années, parce que le tableau de Willibald n'est pas daté, mais en fait, ils sont quasiment identiques, ces deux tableaux. À part que Rembrandt, il peint le moment où l'ange a dit à Abraham, stop, c'est bon. Donc, en fait, Abraham est représenté dans un moment de libération. C'est un tableau très lumineux. Et le tableau de Govert Fink, lui, est peint avant que l'ange. Ils ont exactement la même structure, le même emplacement. L'ange, Abraham, tout dans la composition est identique, mais c'est quelques secondes avant que l'ange n'intervienne. Ce qui fait que Abraham est complètement complètement surpris, figé. Ouais, figé. Il est dans son geste. Il est surpris parce que lui, il a pas encore entendu l'ange, mais il est dans c'est un moment très dramatique. Il est sur le point d'égorger son fils quand même, ce qui n'est pas rien. Donc, et je pense que de ce que j'ai compris de Willibald à travers ses lettres, ou plutôt c'est mon interprétation, mais ce tableau, il représente la question de l'obéissance, en fait. La question si on regarde le corps de Isaac, dans ce tableau, Isaac est complètement passif. Il est très... parce que si vous regardez par exemple le tableau du Caravaggio qui représente la même scène, Isaac a le cri, il est très rebelle en fait. Donc là, Govert Fink choisit, c'est le tableau que Willibald a acheté, il représente un fils qui est très passif. Et je pense, voilà, cette question de l'obéissance, cette question de la loyauté. Voilà, Abraham qui est loyal à Dieu, qui va obéir à tous ses ordres, et en même temps Isaac qui va obéir à son père et va rester dans une passivité absolue. Et Willibald, lui, s'est rebellé contre son père, en fait, s'installer dans l'image. En fait, le père de Willibald avait fait pour lui une vie d'industriel, voilà, il avait une industrie de feutre, sa vie était toute tracée et ça n'intéressait pas. Ce qui l'intéressait, c'était la peinture. Donc c'est comme ça, la collection qu'il a constituée était un acte de rébellion. Voilà. Je ne sais pas si c'est très clair, mais... Oui, merci. Et ce tableau, aujourd'hui, a disparu. Bah oui. Et moi, j'espérais, en écrivant ce livre, le retrouver. Bêtement. Ben non, je ne sais pas où il est. Et alors, le livre Willibald est parsemé, on a évoqué tout à l'heure les images, les photos. Effectivement, dans Antonia et dans Willibald, les deux livres sont parsemés de photos d'archives qui sont parfois tronquées, abîmées. Et pour ce qui concerne le sacrifice d'Abraham, à chaque fois, on a un morceau du tableau. Alors, pourquoi vous l'avez découpé dans le livre, hein? En fait, je pense que les lectrices et les lecteurs
ont un rôle, c'est une façon de les maintenir actifs et donc Encore un puzzle à reconstituer. voilà, un puzzle à reconstituer et l'idée de reconstituer par eux-mêmes et elles-mêmes l'image complète de mettre in moto l'imaginaire, en fait. Et alors, avant d'aborder Hilaria, est-ce que vous pouvez nous dire rapidement votre intention en parsemant ces textes de photos, justement? Quel rôle elles jouent pour vous? Elles complètent le récit, elles ne l'illustrent pas, c'est certain. Elles apportent une autre lumière. En fait, j'utilise les images comme, pour moi, c'est comme si c'était des images textes, en fait. C'est du texte. Mais c'est du texte que les lectrices et les lecteurs vont écrire. Enfin, c'est des images qui ne sont pas légendées. On ne sait pas exactement à quoi elles représentent quelque chose. Donc, mais en fait, ce sera aux lectrices et aux lecteurs de se raconter une histoire à partir de ces images, de choisir d'en faire quelque chose ou pas. C'est comme si... Et puis c'est aussi des respirations. C'est... voilà. Alors dans Hilaria, pas de photos, mais aussi des respirations et aussi un peu de travail à faire pour le lecteur pour reconstituer les ellipses, toutes les parties qui ne sont pas dites. Et je redonne la parole à Pauline pour le début de Hilaria. Mai 1980. À 8 ans, j'aime sentir le haut de mon corps suspendu dans le vide, le contact de mes genoux repliés sur le métal. J'aime l'instant où je ferme les yeux très fort, lâche prise et laisse le vertige me traverser. Quand mes mains sont à plat sur le noir de l'asphalte, c'est que j'ai dépassé ma peur. Et là, l'image de ma gymnaste préférée, Nadia Comaneci, arrive. Elle a les bras grands ouverts. Victoire. C'est en position cochon pendu que je passe mes récréations, que j'attends Anna, ma sœur. Ce matin, elle m'a dit en partant « On se voit ici et à l'heure, hein ? Sinon, je rentre seule à la maison. » Ici, c'est au pied de l'escalier, près de la barre de métal qui sépare le parking de la cour d'école. « Hilaria, descends de là, nous allons chez Léon. Allez, viens. » Je reconnais la voix de papa. Surprise, je soulève le pan de tissu de ma robe qui me cache la vue. C'est bien le bout de ses chaussures, c'est bien son ton impatient. Je fais une pirouette, retombe sur mes pattes et lisse ma robe. Anna va arriver. Non, le programme a changé, maman la prend à l'école et on se retrouve tous chez Léon. Viens. Je saisis sa main, elle est moite. Depuis la séparation de nos parents et l'installation de papa à Turin, nous nous voyons une fois par mois au restaurant. C'est maman qui est à l'origine de l'idée. Elle préfère un endroit neutre. Elle dit qu'à la maison, ils se disputent trop fort, et c'est vrai que chez Léon, ils se retiennent. Même si papa serre les mâchoires et que maman regarde au loin avec un air indifférent. Non, papa n'a toujours pas trouvé d'emploi. Quand il dit « non, pas de travail », sa voix est triste, fatiguée. Maman tourne un peu la tête pour cacher son sourire et papa se met en colère. Il répète le mot « humiliation ». Heureusement, le serveur arrive et pose sur la table des assiettes de filets de perche ou des coupes de meringues à la crème chantilly. Merci. Après le dessert, Anna et moi sortons de table et sur la petite plage, choisissons des galets. Nous nous entraînons à faire des ricochets. Tu as vu ? Quoi ? Papa a pris la main de maman. Pour aller chez Léon, nous passons par le village de Hermance. Traversons la frontière franco-suisse et continuons sur la route d'Ivoire. Papa a une BMW bleu marine, modèle 320 coupé. Si tu vois une cabine téléphonique, dis-moi.
Il allume une cigarette. Là! Il s'arrête, descend de la voiture et sort des pièces de monnaie de la poche de son pantalon. Le dos collé à la vitre, les plis de sa chemise dessinent des V, des W. J'attends. Baisse la vitre. Laisse entrer un peu d'air. Le siège en cuir ne me brûle plus l'arrière des cuisses. Il est même doux lorsque je le caresse avec la paume de ma main. Dans la cabine, papa parle fort, hausse la voix, se retourne. Nos regards se croisent. Il sourit, baisse les yeux. À sa façon de bouger les mains, je devine son agitation. Son corps est raide. Ça m'inquiète. Quand il revient, il dit que maman a changé d'idée et qu'elle n'a plus le temps de déjeuner. Nous passerons le week-end ensemble. Et l'école ? Tu louperas l'école juste quelques jours, ce n'est pas si grave. La voix de papa est tranchante. Je calcule sur le bout de mes doigts. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche, 4 jours. Et Anna ? J'aimerais protester, mais quand papa est nerveux, il vaut mieux se taire. Il démarre brusquement et écrase sa cigarette d'un geste sec. Son front est couvert de sueur. Tunnel du Mont Blanc, frontière franco-italienne, voûte des galeries, lacets du Val d'Aosta, malle de voiture. Nous nous arrêtons sous un ciel couvert d'une nappe grise. Le paysage est métallique. Je vomis au bord de la route. Papa me tend un mouchoir de coton blanc. Allons boire quelque chose, ça te fera du bien. Quelques kilomètres plus bas, au bar de la station-service, le visage de papa est pâle. Ça doit être à cause de la lumière des néons. Il paye à la caissière 2 tranches de pizza margarita, un whisky, un café et une limonade. Je déteste la limonade, mais ne dis rien. Ma bouche est sèche. Vous avez des jetons à vendre pour le téléphone ? Combien ? Une 20aine. La caissière compte scrupuleusement les pièces jaunâtres et les tend à papa. La cabine est dehors, sur la gauche. Ses ongles sont très longs et couverts d'un vernis très rouge. Je suis papa. C'est quoi ces jetons ? J'en ai besoin pour appeler. En Italie, on ne peut pas mettre des pièces de monnaie dans les cabines. Entre Genève et Turin, papa passe plusieurs appels, 5 au total. Dès qu'il voit une station-service, il s'arrête. Tu es contente de passer le week-end avec moi ? Tu as perdu ta langue ? À quoi penses-tu ? À rien. Turin. Nous tournons longtemps pour trouver une place de parking et quand papa pousse d'un coup d'épaule la porte de son immeuble, il a l'air soulagé. Je m'élance dans les escaliers. C'est à quel étage ? Au 4e. Sur le palier, il cherche ses clés. Tu vas avoir ta chambre, tu es contente ? Je dis oui, je suis contente. Écoute, Hilaria, il tourne la clé dans la serrure. Je dois te présenter quelqu'un dont je ne t'ai pas encore parlé, une certaine Geneviève. Qui est-ce ? La maîtresse de maison. Papa ouvre et pointe un mannequin inanimé, vêtu d'une robe noire avec une collerette de dentelle blanche et un chapeau. Il éclate de rire. Le visage de Geneviève est en sagex blanc, il n'a pas d'yeux. Allez, entre, ta chambre est au fond après la salle de bain. Impatient de la voir, je jette un rapide coup d'œil aux autres pièces et allume la lumière de ma chambre. L'espace est encombré par 2 lits et 2 commodes. Je m'approche du poster de Topolino. Mickey me regarde avec ses yeux en forme de tunnel. Papa reste sur le seuil de la porte. Je n'ai pas encore trouvé de jolies lampes de chevet. On pourra en acheter ensemble demain, non ? Si tu veux. En passant la main sur le tissu, je lui demande si ce sont les draps qui étaient à Florence. Tu t'en souviens ? Je crois, oui. C'était quand, Florence ? Il y a 2 ans. Les motifs des tournesols orangés se détachent des draps. Ils me rappellent les images floues que je garde de cette période. 2 ans. Et pourtant, j'ai l'impression que cela fait des siècles que maman, Anna et moi avons emménagé en Suisse. Le lendemain, nous nous réveillons tôt et partons faire un giro, un tour de Turin en voiture. Papa me raconte le royaume de la Fiat, les grèves des ouvriers, l'arrivée des immigrants du Sud. Il dit que les Turinois les détestent. À travers le pare-brise, il pointe les palazzi, le Pau, la basilique de Superga, les statues.
Tu vois là-bas, les gamins entre les voitures, ce sont des posteggiatori. C'est comme ça qu'ils gagnent de l'argent, en aidant les gens à se garer. Quand nous marchons sous les portiques du Corso Vittorio Emanuele, papa me tient fermement la main. La sienne est toujours moite et je n'ose la retirer jusqu'à ce que, face à la devanture du magasin de jouets Al Sogno, je lâche prise. La vitrine ressemble à un zoo d'animaux inoffensifs. Même les serpents ont l'air gentils. Papa suit mon regard. C'est le nounours que tu regardes ? Viens, on l'achète. Le magasin est plein de jouets de bois, de mobiles, de poupées aux robes scintillantes. Je suis émerveillée. Et pour Anna, qu'est-ce qu'on lui prend ? Ah oui, une poupée, Anna les adore. Celle que je choisis a des cils très longs, et lorsqu'elle est couchée, ses paupières se ferment. En attendant que la vendeuse l'emballe dans un beau papier cadeau, papa me tend le nounours. On l'appelle comment ? Qu'est-ce que tu dis de Birillo ? Oui. Je regarde Birillo et adopte tout de suite ses yeux couleur chocolat au lait qui brillent, son ventre crème, son pelage doux. Papa me pince la joue entre son index et son majeur avec un regard tout mou. Ce geste est sur ma joue comme sa signature. Il le répétera 2 ans durant et je finirai par le détester. Tu es contente ? À 8 ans, je suis une enfant taciturne, docile, plutôt maigrichonne. Je ne me plains pas lorsque papa me laisse seule dans l'appartement pour aller passer des coups de fil chez Carmelo, le bar d'en bas. Lui n'a pas de téléphone. Je reviens très vite. Il promet toujours qu'il en a pour 2 minutes. Seule, couchée sur mon lit, je dessine, colle les figurines de Sarah Kay dans mon nouvel album. Papa me l'a acheté au kiosque. Et quand j'en ai assez de l'attendre, je sais où le retrouver, au comptoir. Mon point de repère est la grosse machine à café qui dégage une odeur de caramel brûlé. Chez Carmelo, les ouvriers du coin viennent manger un sandwich à midi ou boire un verre avant de rentrer à la maison. Ils ont tous un prénom et leurs habitudes. Una birra alla spina per Emilio e 2 tramezzini per Marco. Gianna est la patronne. Elle enfonce très vite les grandes touches de la caisse. 6.000 lire. Perchée sur son petit podium, elle sourit, tend les scontrini, les reçus, les paquets de cigarettes, et quand il n'y a personne, elle balaie le sol. Carmelo, lui, astique le comptoir, sert des cafés, essuie les verres avec un torchon, égalise le sucre dans les sucriers. En entrant dans le café, l'atmosphère est animée. Les ouvriers chantent en chœur une chanson qui passe à la radio. Vorrei essere libero, libero come un uomo. Pour atteindre le comptoir, je me faufile entre eux et me hisse sur le haut tabouret. Écoute, écoute. C'est une chanson de Giorgio Gaber, La Libertà. Carmelo rit et je vois dans le fond de sa bouche des taches métalliques. Combien de caries ? Je n'ai pas le temps de les compter. Tu cherches Fulvio ? Il pointe la cabine téléphonique avec sa main couverte de bulles de savon. Et comment s'est passée ta journée ? Très bien. Demain, nous rentrons à Genève. Tu reviendras vite, hein ? Le sourire de Carmelo est doux. Je vais être bien triste de ne plus te voir. Promis ? Je promets. Plus tard, papa apparaît. Ses jambes sont toutes raides. Avec sa drôle de tête, il se penche sur mon oreille. Nous partons ce soir. Son souffle est comme un courant d'air. Dépêche-toi, on doit monter faire nos valises. Salue et remercie Carmelo et Gianna comme il faut. Sur la banquette arrière de la voiture, je respire mal. On va où ? Au bord de la mer. Et Anna ? Et maman ? On les retrouve quand ? Arrête de renifler. On rentrera à Genève dans 1 mois. C'est pas long, 1 mois. Et les promotions ? Tu m'avais dit qu'on passerait juste le week-end ensemble. Tu iras l'an prochain. Arrête maintenant avec tes questions. L'image de la jolie robe que j'ai choisie avec maman pour le cortège apparaît. Je pense à Sarah, ma grande amie, à la maîtresse, au petit drapeau que nous avons bricolé en classe, à Anna. Ma tête est lourde.
Je replie mes genoux sous le menton et presse Birilo tout contre moi. Mon sommeil est froid, agité. Quand quelqu'un demande à papa où nous allons, il indique une ville à l'autre bout de l'Italie. Quand on lui demande quelle est sa profession, il dit entrepreneur, ingénieur, avocat. Un vrai homme orchestre qui parle tous les métiers, toutes les langues, tous les jargons. Papa ment avec naturel, très poliment, avec les yeux. Il donne un tas de détails comme s'il décrivait une image. Il fait ça si bien, il est si précis, que tout le monde le croit. Mais tous ces mensonges ne changent rien à ce silence qui grandit entre nous. Un vrai sac de nœuds. Pourquoi inventes-tu toutes ces choses ? Qu'est-ce que cela peut bien faire où j'habite, ce que je fais, je suis avec toi, c'est le plus important. Papa me cherche des yeux, je baisse les miens. Ne t'en fais pas pour ces mensonges. Ce sont des petits riens du tout. Allez, allume la radio. Le speaker. Edizione straordinaria. Aujourd'hui, mercredi 23 juillet 1980, le substitut du procureur de la République Mario Amato a été assassiné alors qu'il attendait le bus, ce matin à 8h, via les Giugno à Rome. Il a reçu une balle dans la nuque. Le meurtrier a pris la fuite à bord d'une moto de gros calibre conduite par son complice. Mario Amato enquêtait sur des groupuscules d'extrême droite qui sèment la terreur dans la capitale. Il aurait découvert des liens entre les institutions de l'État et la jeunesse d'extrême droite. Le pays, selon ses derniers propos, est au seuil de la guerre civile. Merci. Voilà donc le début d'une cavale qui va durer 2 ans. Dans Antonia, on découvrait un personnage qui avait été mal aimé par sa mère, qui avait été trimballé toute son enfance, qui avait été trahi par son beau-père à 11 ans et qui dit d'ailleurs je ne peux pas être mère à partir de ce que je suis, et qui dit surtout pour moi l'enfance est synonyme de cassure. Donc avec le recul aujourd'hui, puisque vous dévoilez que Hilaria, que cette histoire est en partie la vôtre, est-ce que l'enfance est la question centrale de vos livres ? Eh bien, oui. L'enfance est certainement très importante, mais je crois que c'est aussi le fait d'être ou d'avoir été un enfant ou une enfant non aimée, de grandir dans le non-amour ou dans un amour un peu tangent. Ouais, enfin, disons. Incertain. Incertain ou des parents pas protecteurs, enfin, des parents qui sont. Voilà. Et voilà, ça c'est un sujet qui m'importe et dont les conséquences m'intéressent, en fait. Et qui sont aussi, je pense, au cœur de. Et qu'il faut retrouver tout en gardant une certaine distance, puisque le récit qui s'écrit aujourd'hui, enfin qui se lit aujourd'hui, s'écrit à hauteur d'enfant. Donc il a fallu, et tout le récit s'écrit à hauteur d'enfant, c'est Hilaria, la narratrice, et c'est au micro de Marie Richeux, je crois, à la sortie du livre, vous disiez que vous aviez réécrit le début des milliers de fois. C'est vrai. Je réécris des milliers de fois, et je crois que les débuts de tout. Là, je me suis mise à écrire un nouveau texte et voilà, j'ai déjà écrit 500 fois. Je pense que je recommence à chaque fois. Oui, mais c'est comme les premières. C'est la porte d'entrée d'un livre. Et je pense toujours au cinéma. Je pense qu'en fait, j'ai pas mal de références de cinéma dans la tête. Et je me souviens toujours de ce prof de cinéma que j'avais aux Beaux-Arts qui disait « Les 3 premières minutes du film sont fondamentales. Elles contiennent tout. »
Et je crois que d'un côté, je m'applique à ça, en fait, dans les débuts du texte. Oui. Donc, et ça implique une écriture, une réécriture, enlever la moindre chose superflue, le moindre adjectif en trop, adverbe, on n'en parle même pas, ça n'existe plus. Enfin, oui, d'alléger et de faire, de faire, de tenter de provoquer une image très précise dans l'esprit des lecteurs, des lectrices tout de suite. Avec une forme, dans une forme d'épure, qui Oui. est un terme pictural aussi, je crois. Oui, oui. Hein Ouais. Ouais, il me semble. Ailleurs, vous avez, j'ai entendu que vous faisiez référence à Rilke, en disant que s'il y avait bien une histoire que vous deviez raconter, c'est celle-ci. Alors, pourquoi cette histoire absolument celle-ci? Pourquoi à ce moment-là, après Antonia, après Willibald, et comment elle vous appelait cette histoire? Ben, en fait, comme l'écriture, c'est comme un accident dans ma vie. Moi, ma vie, je l'ai construite plutôt autour de la peinture. Et c'est comme un accident, un bel accident. Mais avec Antonia, j'étais absolument sidérée par le fait que quand mon éditrice a dit on le publie, et donc c'était tout cadeau. À Willibald, en fait, en l'écrivant, ça a été très difficile parce que je me disais j'étais pas légitime en fait d'écrire encore. Enfin, ce bel accident, bon, il fallait bien que ça prenne une fin, il fallait pas trop. Et en fait, je pensais ne plus écrire. En tout cas, j'avais des doutes très. Et comme je suis insomniaque, et que j'écoute la nuit des podcasts et que j'entendais Rilke conseiller aux jeunes poètes de n'écrire que des livres, que des histoires, il lui dit que seul toi peux raconter. C'est une phrase qui m'est restée en tête, à laquelle j'ai pas mal réfléchi en me disant, mais en fait, quelle serait l'histoire que toi seule, Gabriella, pourrais raconter? Et je me suis dit, en fait, c'est l'histoire de Hilaria. Et je me suis dit, ok, j'écris ça, puis après, j'écris plus. Enfin, ça sera ma dernière histoire. Parce qu'effectivement, il n'y a pas de témoin. Vous êtes la seule à pouvoir la raconter. Absolument. Oui, parce que ce voyage que font Fulvio et Hilaria, qui sont seuls dans cet habitacle de cette voiture, de cette BMW modèle coupé 132, je ne sais plus, mais et ben, ils sont tout seuls. Le seul témoin, c'est Birillo. C'est un témoin silencieux, c'est une peluche. Et puis bon, il y a des personnages secondaires qui étaient témoins, ou complices, on ne sait pas très bien. Et l'apparente simplicité de la langue, qui est donc la voix restituée d'Hilaria, nous livre ce qu'elle voit, ce qu'elle entend, ce qu'elle observe, et elle observe énormément et avec beaucoup d'acuité, ce qui veut dire que vous avez choisi de laisser de côté tout un tas de personnages qui sont importants évidemment pour Hilaria, à savoir sa mère. Qu'est-ce qui se passe pendant ces 2 ans? On a l'impression qu'elle se désintéresse de sa fille, mais simplement sa fille n'en sait rien. Et en plus, son père lui ment constamment. Oui, d'écrire à partir de la voix de cet enfant de 8 ans, ça impliquait beaucoup de choix. Ça impliquait un choix de vocabulaire, de restreindre le vocabulaire, ça impliquait un rythme de parole
où placer les virgules, où placer les points. Ça impliquait un rapport au corps aussi très important, enfin, une façon d'être dans la sensation aussi auditive, enfin, les yeux, la peau, les odeurs, d'être très sensible à ça. Et ça a aussi impliqué d'exclure un tas de choses enfin voilà, qui restreindre d'une certaine façon le paysage des personnages autour de cette histoire. Voilà. Et il me semble que c'est accentué par le contexte particulier, politique, sociologique des années 80 en Italie, parce que, qui donne une épaisseur particulière à cet enlèvement. Et comme si cet enlèvement, presque il se dissout dans les attentats des années de plomb. Il n'y a pas tellement la place pour en parler, il n'y a pas la place pour faire des recherches, puisque l'Italie est à feu et à sang. Et on perd quelque chose. Et puis, par ailleurs, technologiquement, on peut facilement se dire qu'un jeu de cache-cache de 2 ans comme ça, aujourd'hui, serait difficilement concevable avec les téléphones portables, avec les GPS, avec tout un tas d'outils. Donc, est-ce que c'est... Enfin, moi, je l'ai lu comme une espèce de double dissolution, que tout aggravait le cas. Oui, en fait, ce contexte des années 80, les années de plomb en Italie, enfin la fin des années de plomb, c'était une parfaite caisse de résonance en fait à ce qui se passe entre Ilaria et Fulvio. C'est une forme de... C'est une répercussion d'une forme de... Enfin, un écho d'une forme de violence qui se passe là dans un cadre, à un niveau politique. Et puis, les BR, les Brigades Rouges, décident de prendre les armes pour revendiquer un changement, pour mettre dans le désir de faire changer le gouvernement de position. Et d'un côté, c'est ce que fait Fulvio aussi. Il prend l'arme du kidnapping pour faire changer d'avis sa femme. Donc tout ça était un discours... Enfin, c'était comme un écho de ce qui se passe dans l'habitacle de cette voiture. Puis c'est aussi une façon de parler de la désobéissance à différents niveaux. Et alors l'habitacle de cette voiture, justement, qui est un vase clos pour Fulvio et Ilaria, qui a un poste d'observation incroyable, quand elle décrit son père de profil, quand elle décortique les gestes qu'il fait avec son paquet de cigarettes. Il y a un autre vase clos qui est la cabine téléphonique. Les cabines téléphoniques, puisque Fulvio arrête la voiture dès qu'il voit une cabine téléphonique. Et en même temps, ces vases clos, c'est par leur intermédiaire que le monde extérieur arrive, puisqu'il y a la radio, il y a les nouvelles, voilà, les nouvelles dramatiques, il y a les chansons aussi, il y a la musique. Et puis la cabine téléphonique, c'est la voix qu'on n'entend jamais, mais c'est la voix de la mère. Oui, mais dans les vases clos, il se passe un tas de trucs. Non, mais c'est comme, je sais pas, les cellules de prison, ça devient je sais pas, une chambre à soi, ou c'est faire le tour de ce texte, maître. Bon, non, en fait, un espace, il peut devenir un monde. Pour Ilaria, oui. Oui. Certainement. Et alors, il y a je crois qu'on n'a pas eu dans l'extrait, c'est parce que c'est plus tard, mais le texte est également ponctué de télégrammes que Fulvio envoie à sa femme, sa future ex-femme, la femme dont il n'a pas envie de se séparer, qui sont des télégrammes très secs, avec stop, une phrase stop, et qu'il signe toujours ton mari. Alors, c'est quoi l'histoire de ces télégrammes ?
Bah, Est-ce que vous les avez inventées? Est-ce que ça aussi, ce sont des archives, pardon? oui, non. Alors, en fait, dans tous les textes, enfin dans les 3 textes, tous, hein, mais les 3 textes, j'utilise toujours les archives. Et là, dans Hilaria, enfin là aussi, c'est les télégrammes. En fait, les télégrammes, je les ai simplement traduits, mais ce sont des pièces d'archives, en fait, que Fulvio a écrit à sa femme. Et c'était la seule, enfin c'était des archives parfaites pour moi parce qu'elles me permettaient de donner une idée de où c'est le seul point d'accès de la voix de Fulvio, enfin de son intériorité, on va dire, et il me permettait donc de lui faire. C'était un point d'entrée de cette voix, mais sans lui donner plus. Enfin, Oui, un point d'entrée à sa forme de folie, quand même. oui, aussi, ouais. Ah, ça, absolument, il écrit des trucs. Enfin, moi, quand je les ai trouvés, enfin, quand j'ai lu ces télégrammes, j'en revenais pas. Il y en a un. Alors là, vous en cherchez un. Oui, j'en cherche un parce je le trouve complètement fou, quoi. Enfin, genre, ben, je sais pas si je vais pas le trouver parce que je le cherche, n'est-ce pas? On connaît ce petit jeu, n'est-ce pas? Mais voilà, je le trouve pas. Je vais le trouver, mais Alors, j'ose pas vous poser une nouvelle question parce que si, vous allez allez-y. encore moins trouver le télégramme. Ouais, je crois qu'il est par là. Ah, on brûle. Ah, bon, attends, excuse me. En plus, mon livre, c'est... Bon, je vais... Peut-être à la fin. Oui, voilà. Ça sera... Voilà, non, j'ai trouvé. Ça y est. 5 mai, en transit dans la ville où tu m'as rejoint il y a 15 ans, à cette même date, stop. Avec sentiment de toujours, stop. Avec infinie nostalgie, stop. Même si la méchanceté a pris le dessus sur notre inimitable amour, stop. Ton mari. Merci. Effectivement, c'est extrêmement parlant. Alors, pendant ces 2 années, on l'a évoqué tout à l'heure, il y a parfois des parenthèses pour Hilaria. Il y a quelques pauses chez des amis de Fulvio, par exemple, chez sa mère en Sicile, ou une amie de la grand-mère d'Hilaria, donc. Et pourtant, personne ne va mettre un terme à ce kidnapping. Tout le monde est complice. Comment on l'explique, cette complicité? À grande échelle, quand même. Eh bien, Hilaria ne l'explique pas. C'est une enfant de 8 ans. Mais par ailleurs, je pense que la question de la complicité dans les familles, enfin, cette question de loyauté dans les familles, dans cette famille-là, dans cette situation-là, est très... Lors de la violence, en fait, c'est une violence en creux, de ne pas intervenir alors que cet enfant kidnappé. Je ne sais pas, peut-être qu'il faudrait écrire un livre sur la complicité des membres des familles qui ne disent rien dans tous les... Enfin, beaucoup de livres en sommeil encore, hein, je pense. Mais Hilaria ne leur demande pas, ne crie pas au secours non plus auprès d'eux. Et je me demande si, d'une certaine façon, ça ne rejoint pas la loyauté dont vous parliez tout à l'heure à propos d'Isaac et Abraham. On est aussi dans une forme de loyauté vis-à-vis de son père. Oui, alors elle est dans une forme de loyauté envers son père. Elle est dans une... Elle ne trouve pas de place dans cette loyauté. Elle tente de désobéir comme elle peut à sa façon. Et elle retourne en fait cette désobéissance contre son propre corps, en fait, contre sa propre tête. En fait, à la fin, oui. À la fin, elle arrête de parler, elle arrête de manger parce qu'elle ne trouve pas la solution à l'extérieur.
Voilà, voilà, et elle en... Ouais. Bon, pour terminer, parce que l'heure tourne, et il y aurait encore énormément de choses à dire. Je voudrais citer Hilaria qui s'adresse à son ours en peluche, Birillo ou Birilio, je ne sais pas comment ça se prononce, et elle lui demande: est-ce que l'on existe vraiment si personne ne nous voit? Est-ce que vous voulez faire un petit commentaire sur cette phrase-là? Bien vu. Bien vu. Bah, voilà. Est-ce qu'on existe? Je ne sais pas. Est-ce qu'une image existe si on ne la voit pas? Est-ce qu'une personne existe si on ne lui parle pas? C'est des questions pour lesquelles je n'ai pas de réponse. Vous avez 5 heures. Merci beaucoup, merci à Gabrielle Azalapi. Merci beaucoup. Merci pour les lectures. Oui, merci beaucoup. Merci à tous pour votre présence et je vous dis bonsoir.